Pour la formation du gouvernement, les critères politiques et juridiques sont mis en exergue. Quel peut en être ce savant dosage pour un gouvernement à la hauteur aussi bien des attentes et les défis? La circulation des personnes et de leurs biens relève d'un véritable parcours du combattant, tellement les voies publiques sont occupées anarchiquement. Bienvenue à tous, bonsoir et ravi d'être avec vous pour ce 19h45 de la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, plusieurs critères aussi bien politiques que juridiques sont mis en évidence pour la formation d'un gouvernement. L'enquête de moralité en est un des critères juridiques et elle semble être occultée au détriment des critères beaucoup plus politiques. D'où toutes ces interrogations autour de la formation de ce gouvernement qui jusque-là tarde. Analyse dans ce décryptage de la rédaction. C'est l'expectative qui perdure au sein de la mouvance présidentielle et les partis alliés quant à la formation du gouvernement qui jusque-là tarde. Instituée à l'article 80 de la Constitution, l'enquête de moralité est un des critères juridiques déterminants. L'enquête de moralité, elle est exigée pour briguer, n'est-ce pas, beaucoup de postes au Niger. Elle veut dire tout simplement qu'il ne faut pas permettre à ce que des personnes qui ont un passé pénal, qui ont des comportements qui ne sont pas bons, des personnes qui ont eu à commettre quelques infractions connues ou non connues, ou bien des personnes qui ont une propension réelle à accomplir certaines fautes de manière à infecter même l'honorabilité de l'État. Un seul vœu émis est si cher aux citoyens, la formation d'un gouvernement restreint et technique, en lieu et place de ceux de tout le temps qu'on a toujours connus, c'est-à-dire pléthoriques. Il ne faut pas faire un gouvernement en tenant compte de la distribution des postes qu'il faudrait faire à tel ou tel parti politique parce qu'il m'a aidé. Il faut former un gouvernement technique. Nous, au Niger, on a tellement d'impératifs que les gouvernements politiques ne nous arrangent pas. On n'a pas besoin de ça. On veut un gouvernement, une équipe technique. Vous voyez, seulement hier, le gouvernement capverdien avait été rendu public. C'est une équipe de 12 membres, 12 personnes qui vont animer vraiment le gouvernement du Cap-Vert, le Cap-Vert qui a l'une des économies les plus stables et les plus saines. Un seul critère qui doit être privilégié, les hommes qu'il faut aux places qu'il faut. On doit tirer aussi des leçons. Ce n'est pas la taille du gouvernement, ce n'est pas la structuration du gouvernement, ce n'est pas la manière dont il est composé. Non, on n'a pas besoin de débonnaires dans un régime. On a besoin dans un gouvernement, on a besoin de techniciens, des gens acquis à la cause du développement et non à la cause politique, des gens qui maîtrisent le développement et non qui maîtrisent la politique. Donc, le gouvernement, ce n'est pas cette galette-là qu'on partage pour donner à chacun, n'est-ce pas, un petit morceau. Si on doit tenir compte de ça, eh bien, le gouvernement qu'on attend, non seulement il sera pléthorique, mais ça sera un gouvernement très très politique, juste un gouvernement pour, n'est-ce pas, remercier l'Alliance, pour refléter la configuration de l'Alliance qui a permis au second tour. Et je pense que ça, ce n'est pas normal pour un pays comme le Niger. Le Premier ministre, certes, propose et le président de la République nomme. Mais tous deux ont cette lourde et grande responsabilité pour une bonne conduite de l'appareil gouvernemental, d'en faire les choix qui s'imposent, c'est-à-dire des choix justes et judicieux. Maïna Boukar Karté, d'ailleurs, que vous retrouverez en partie magazine pour un contour des enjeux aussi bien politiques que juridiques qui entoureraient la formation de ce gouvernement qui jusque-là tarde, faudrait-il le rappeler. La pratique jusque-là persiste et continue et constitue un facteur majeur de blocage pour bien d'activités, au-delà de cette entrave qu'elle constitue pour la circulation aussi bien des personnes que leurs biens. Il s'agit de l'occupation anarchique des voies publiques à travers les artères de la capitale. Le reportage est signé ici Aboubakar Souley et Michel Deji. C'est un casse-tête quotidien pour les usagers de la route qui subissent les désagréments de ces occupations anarchiques des voies publiques, notamment aux alentours des marchés.
Un état de fait qui favorise aussi bien des accidents de la route que des embouteillages. C'est un manque de volonté des autorités municipales de la communauté urbaine de Niamey. Parce que c'est eux la base de cet embouteillage, parce que c'est eux qui ne font pas leur travail. Et le plus pire, c'est quoi? Dès que tu sors, ou bien tu arrêtes pour descendre un client, ou bien prendre un client, la police est là. Il vient, il te dit qu'il est pièce. Quand tu dis que non, il faut regarder de gauche à gauche et dit que non. Lui, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour réglementer les transports. Et alors que les policiers, quand tu les demandes, ils disent que non. En ce qui concerne les vendeurs de trucs là, ça c'est le travail de la mairie. Mais où on va avec ce genre de trucs. Et maintenant, vous voyez, c'est difficile d'avoir un taxi. Tu peux arrêter plus de 20 taxis, il te dit que non. Même si tu l'as proposé 500 ou bien 2 courses ou bien plus ça, il ne part pas. Parce qu'elle sait ce qu'elle les attend là-bas. Lorsque Niamey a été installé, ils n'ont pas pensé qu'un jour ou l'autre, ça va se grandir. Donc c'est ça maintenant les premières conséquences. Mais tout ça là, si les pouvoirs prendre ses responsabilités, vraiment tout le monde peut avoir un peu de soulagement par rapport à ça. Au niveau de l'administration de la ville de Niamey, l'on se dit conscient de ce problème mais ne pas en être responsable. La question de l'occupation du domaine public est devenue à l'heure actuelle un sujet de préoccupation. Parce que nous avons souvent attiré l'attention des populations sur la nécessité d'observer une certaine discipline dans l'occupation du domaine public. Mais malheureusement, nous assistons toujours à une résistance de leur part. Et parfois, le moyen le plus efficace, c'est de faire des déguerpissements, parfois forcés, ou en tout cas parfois musclés, ce qui, dans un état de droit, peut être mal interprété, alors qu'en réalité, en tout cas, l'occupation du domaine public a des règles, notamment le fait que l'occupation du domaine public est toujours temporaire et révocable à la première réquisition. Donc je pense que là, en tout cas, s'il y a une action à mener, une action qui va salvatrice à mener pour la gestion de la ville de Niamey, c'est vraiment que nous ayons un consensus pour que certains types d'occupation du domaine public que nous observons soient éradiqués. C'est donc dire que le problème d'occupation des voies publiques reste et demeure un problème crucial qui continue à enfreindre la mobilité des usagers. Une situation qui nécessite peut-être des grandes réunions de concertation et de sensibilisation avec tous les concernés et les autorités municipales de la ville de Niamey. Michel Deji, vivement que ce cadre soit créé car cette occupation anarchique de ces voies publiques constitue le véritable nœud gordien de cette circulation routière avec tout ce qu'elle implique comme accident. Cela dit, quoi qu'on dise, la pharmacopée traditionnelle semble avoir devant elle de bons jours. Illustration à travers la ville où ces médicaments dits traditionnels continuent d'occuper le devant de ces étalages. Tout comme la médecine moderne, cette pharmacopée traditionnelle a aussi bien ses avantages que ses inconvénients. Le reportage de la rédaction. Où se trouve-t-il et que deviennent-ils? Bien entendu, ce sont ces médicaments traditionnels qui continuent au marché d'occuper le devant de certains étalages. Sans posologie aucune, leur prise n'est pas sans conséquence sur la santé. Si on prend le produit dit traditionnel, qui n'a aucun contrôle de laboratoire, on ne sait pas comment effectivement ces produits sont absorbés par les différents organes de l'organisme et surtout la voie d'élimination. Là, en tout cas, c'est ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, quand la personne va avoir la nécessité de se rendre dans le centre de santé, on va trouver qu'il y a beaucoup d'organes, comme je prends l'exemple du rein, on peut prendre l'exemple du foie, sont altérés et qu'effectivement ils sont à un stade de non-retour. Effet certes néfaste, mais imputable aux deux médecines. Quant à la nuisance à certains organes du corps, là, même en médecine moderne, il y a des médicaments qui ne conviennent pas aux organes humains. Donc, c'est pour cela qu'on demande, avant d'utiliser ces plantes, ou bien d'utiliser les produits de la médecine moderne, il faudrait
vraiment connaître. Il faudrait être une personne avisée pour pouvoir donner ces médicaments-là aux personnes malades ou bien aux personnes qui en ont besoin. Cependant, les vues s'accordent à reconnaître que le domaine est envahi par des néophytes sans connaissance aucune à la base. À l'heure actuelle, c'est que nous constatons effectivement n'importe qui, n'importe comment et dans n'importe quelle condition, les gens effectivement délivrent ces médicaments et la population sans réflexion, sans hésitation, les prennent et les consomment et effectivement au finish ça a des conséquences sur la santé. Et il y a des gens qui utilisent ces plantes-là sans pour autant les connaître. Donc c'est ça le grand défaut. Et une plante, si vous ne la connaissez pas, vous ne devrez pas l'utiliser parce que vous ne connaissez pas le taux de toxicité. Est-ce que cette plante est utilisable pour les humains? Donc tout ça là, il faut connaître la plante pour pouvoir l'utiliser. D'où cet appel conjoint qui s'apparente à un cri d'alerte. En termes d'appel, je pense qu'au niveau de notre système de santé, au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction spécifique de la médecine traditionnelle. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait effectivement la structurer et elle doit faire le travail qu'il faut faire. Parce que je suis sûr que maintenant, même en venant, j'ai croisé sur la route pas mal effectivement des gens avec leurs mégaphones qui font de bruit à longueur de journée pour faire de publicité. Pour utiliser les plantes, vraiment, il faut vous assurer que la personne à qui vous vous adressez est vraiment une personne qui connaît très bien les plantes. Est une personne qui maîtrise ce domaine-là. Et est une personne aussi qui s'intéresse à l'hygiène. Parce qu'il ne faut pas donner un médicament à une personne, au lieu de le traiter, non, elle tombe aussi malade. Qu'elles soient modernes ou traditionnelles, ces deux médecines se valent, liées par une certaine complémentarité, d'où cette nécessité de créer la synergie pour que bénéfiques elles le soient toutes les deux aux populations. Le Taekwondo Club du quartier Losagungu a soufflé hier après-midi sur sa 5e bougie et ce en présence des élèves et responsables du club, ceux de la Ligue de Taekwondo de Niamey, les parents des pratiquants de ce club et toute l'assistance qui en a eu droit à des séances de démonstration. C'était dans l'enceinte de l'école primaire Losagungu 2 et c'était aussi en présence de nos reporters taekwondoïns ceinture blanche Ramatou Barté et Chebou Guisso. L'événement vaut tous en pesant d'or car il consacre la célébration du 5e anniversaire de Losagungu Taekwondo Club. Un club dans ses grands jours et dont les résultats probants enregistrés le hissent déjà au rang des clubs le plus en vue de la capitale. Ces 5 années m'ont permis d'être utile à moi-même et à tous ceux que j'ai eu à encadrer. L'exercice de l'année qui vient de s'écouler se solde par l'obtention de 2 médailles d'or et d'une médaille d'argent au tournoi des grandes vacances du district 1 de Niamey. On note aussi l'arrivée parmi les gradés d'un nouveau ceinture premier poum lors du passage des gardes supérieurs organisé par la Fédération nigérienne de Taekwondo les 14 et 15 novembre 2015. Tout de même, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés, dont le principal est le manque de suivi de la part de certains parents d'élèves. Il ne suffit pas d'inscrire son enfant, mais il faut aussi le suivre et l'encourager. Un cadre convivial apprécié à sa juste, d'où le vœu émis par la Ligue de Niamey pour que le pas soit emboîté à ce club de taekwondo de Losagungu. C'est une très bonne initiative. Ça permet encore de montrer à la population ce que les élèves apprennent chaque jour au niveau du club. Ça permet aussi aux parents qui n'ont pas la chance de suivre les enfants pour voir ce qu'ils font réellement au club, de voir, vous avez vu la présentation, on a vu des ceintures blanches faire des self-défense. Donc ça veut dire que vraiment il n'y a pas d'âge. Vous avez vu de 4 ans jusqu'à 25 ans, il n'y a pas d'âge pour pratiquer le taekwondo. Donc vraiment c'est des initiatives. Nous encourageons le responsable, M. Rachid Bana, du club de Losagungu, à œuvrer dans ce sens. Et nous profitons pour lancer un appel à tous les clubs
de prendre l'initiative sur ce club pour permettre vraiment, le taekwondo c'est un sport de masse, vous avez vu aujourd'hui c'est une fierté, nous sommes en symbiose avec la population, nous sommes en contact avec les parents d'élèves, c'est ça aussi la discipline, c'est ça aussi, chacun apporte sa contribution pour que vraiment le club puisse se développer et dans chaque quartier c'est comme ça qu'on veut que les choses se passent. Technique de combat, mouvements collectifs et ceux de base, attaque, défense et self-défense ont constitué le point d'orgue de la cérémonie. Aussi, la remise des attestations aux meilleurs élèves et un sketch dédié aux familles de ces derniers ont marqué l'épilogue de ces cérémonies. Nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal tantôt annoncé. Il s'agit de l'entretien accordé par le constitutionnaliste Maïné Boucar Karté. Avec lui, il a été question des contours aussi bien politiques que juridiques qui entoureraient la formation du tout nouveau gouvernement, lequel gouvernement jusque-là tarde. Très bonne réception. Au revoir. Toute, n'est-ce pas, l'opinion nationale, toute la pensée nationale attend la formation d'un gouvernement. À mon avis, c'est un non-événement. La formation d'un gouvernement, la composition, la structuration du gouvernement, ça n'intéresse de prime abord que les formations politiques. Les partis politiques qui sont dans l'alliance et qui ont intérêt, un intérêt certain à, n'est-ce pas, occuper telle ou telle place. Ça doit pas vraiment consister en une réflexion toute nationale. C'est un non-événement. Dans beaucoup de pays, le gouvernement, on le forme, c'est un événement ordinaire, c'est une chose ordinaire. Alors, la formation du gouvernement, donc, ce n'est pas un grand événement national, mais il faut revenir quand même sur votre question fondamentale, la question de l'enquête de moralité instituée à l'article 80 de la Constitution. En 2011, on a beaucoup parlé de ça et on a beaucoup attendu le gouvernement. Cette année, j'ai l'impression qu'on fait aussi beaucoup de pourparlers. Mais moi, je suis en train de m'interroger. Est-ce que c'est la question de l'enquête de moralité qui est en train de retarder le gouvernement? L'enquête de moralité, je suis en train d'imaginer que la moralité des futurs membres du gouvernement n'est pas déterminante, comme l'est la question des alliances, la question du remerciement des différentes formations politiques qui ont, n'est-ce pas, contribué à la victoire du second tour. Je pense que c'est ce qui retarde un peu, ce sont les discussions là au niveau de la formation du gouvernement. L'enquête de moralité, dans tous les cas, c'est une condition juridique. Et je pense que les conditions juridiques dans ce pays ont toujours été mises à l'écart par les hommes politiques pour mettre en considération les conditions politiques, parce que c'est celle-là même qui arrange le plus les hommes politiques. Donc moi j'ai le sentiment que l'enquête de moralité, certes elle est en train d'être faite, mais j'ai la conviction qu'elle ne sera pas déterminante dans la désignation des membres du gouvernement. C'est plutôt la manière de gérer la nouvelle alliance qui sera déterminante dans la désignation des futurs membres du gouvernement. Et il faut un peu le déplorer. Et un gouvernement, il doit être mis en place en tenant compte, outre les critères constitutionnels comme la bonne moralité, mais aussi les impératifs de développement, la réalité sociologique, la réalité financière du pays. Il faut tenir compte des ambitions du pays. Donc il ne faut pas faire un gouvernement en tenant compte de la distribution des postes qu'il faudrait faire à tel ou tel parti politique, parce qu'il m'a aidé. Il faut former un gouvernement technique. Nous, au Niger, on a tellement d'impératifs que les gouvernements politiques ne nous arrangent pas. On n'a pas besoin de ça. On veut un gouvernement, une équipe technique. Vous voyez, hier, seulement hier, le gouvernement capverdien avait été rendu public. C'est une équipe de 12 membres, 12 personnes qui vont animer vraiment le gouvernement du Cap-Vert, le Cap-Vert qui a l'une des économies les plus stables et les plus saines. Et j'ai écouté un peu le commentaire d'un responsable capverdien qui disait que notre principe c'est moins de ministres,
moins de membres du gouvernement, mais un peu plus de coordination de l'action gouvernementale. Donc voilà une philosophie qui est faite pour affronter le développement. Je pense aussi au Bénin. Il y a 3 ou 4 jours, le nouveau président béninois a mis en place n'est-ce pas, son gouvernement avec 21 ministres. Et au Bénin aussi, il y a beaucoup de partis politiques, plus nombreux que le Niger. D'ailleurs, au second tour, le président Baptiste Talon a eu le soutien de plusieurs dizaines de partis politiques. Mais il a voulu pour son pays un gouvernement technique, juste celui-là qui va pouvoir relever les défis de développement. Donc ça, je pense qu'on doit tirer aussi des leçons. Ce n'est pas la taille du gouvernement, ce n'est pas la structuration du gouvernement, ce n'est pas la manière dont il est composé. Non, on n'a pas besoin de débonnaires dans un régime. On a besoin dans un gouvernement, on a besoin de techniciens, des gens acquis à la cause du développement et non à la cause politique, des gens qui maîtrisent le développement et non qui maîtrisent, des gens qui maîtrisent la politique. Donc, le gouvernement, ce n'est pas cette galette-là qu'on partage pour donner à chacun, n'est-ce pas, un petit morceau. Si on doit tenir compte de ça, eh bien le gouvernement qu'on attend, non seulement il sera pléthorique, mais ça sera un gouvernement très très politique, juste un gouvernement pour, n'est-ce pas, remercier l'Alliance, pour refléter la configuration de l'Alliance qui a permis au second tour. Et je pense que ça, ce n'est pas normal pour un pays comme le Niger. Il faut qu'on parvienne à rompre avec cette idée-là qui consiste à mettre tout le monde sur le même banc du pouvoir. On a un pouvoir où le banc est trop petit. Et je pense que vraiment, il faut changer. Il faut changer. Je dirais à Monsieur le Premier ministre, vraiment, l'efficacité ne réside pas dans la pléthore des procédés, des CV, n'est-ce pas, qu'on vous envoie. Non, l'efficacité d'un gouvernement, elle réside dans la manière de choisir les hommes qui conviennent aux défis qui se posent devant le Niger. L'enquête de moralité, elle est exigée pour briguer, n'est-ce pas, beaucoup de postes au Niger. Elle veut dire tout simplement qu'il ne faut pas permettre à ce que des personnes qui ont un passé pénal, qui ont des comportements qui ne sont pas bons, des personnes qui ont eu à commettre quelques infractions connues ou non connues, ou bien des personnes qui ont une propension réelle à accomplir certaines fautes de manière à infecter même l'honorabilité de l'État, n'est-ce pas? Donc toutes ces personnes-là, l'enquête de moralité est destinée pour leur empêcher un peu la route. Mais comme je l'ai dit, les enquêtes de moralité au Niger et dans beaucoup de pays africains n'est pas prise en considération. Et nous, autres observateurs, on n'a pas la possibilité de savoir pour qui l'enquête a été favorable, pour qui l'enquête de moralité a été défavorable, parce que c'est des choses qui ne sont pas publiées. L'enquête de moralité, elle n'est pas publiée, elle est faite par les services compétents. Les services compétents, ce sont les services de police, ce sont les services de gendarmerie, ce sont les services de renseignement en général, et ils rendent leur délibération au niveau de l'autorité de nomination, qui n'est pas aussi tenue de divulguer les résultats de l'enquête de moralité. Donc je pense qu'ici, les autorités de nomination, c'est-à-dire le Premier ministre qui va proposer et le chef de l'État qui va nommer, vraiment doivent prendre en considération certains aspects essentiels pour, n'est-ce pas, éviter à ce que des personnes dont l'enquête de moralité a été défavorable soient dans le gouvernement. Vraiment, il faut prendre en compte toute cette dimension-là. L'état de droit, la bonne gouvernance, c'est la sincérité vis-à-vis du peuple, c'est la sincérité vis-à-vis des partenaires du Niger. Donc vraiment, je pense que il faut rompre avec ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, où certaines personnes qui ont un comportement qui n'est pas bien, et c'est connu de tous, ont eu à briguer des postes de responsabilité, notamment des postes au niveau du gouvernement. Je pense qu'on doit pouvoir évoluer à partir de 2016 et prendre en considération les résultats de l'enquête de moralité, qui sont toujours des enquêtes, des très bonnes enquêtes, parce que vous savez, on peut, il y a des gens qui ont un mauvais comportement, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on ne fait pas quelques enquêtes. Donc les services compétents découvrent toujours quelques scandales
relativement à certaines personnes. Je pense que les autorités de nomination doivent prendre en considération ces aspects-là, privilégier les critères, n'est-ce pas, juridiques, les critères économiques, et vraiment ignorer les aspects politiques. On n'a plus besoin d'un gouvernement pléthorique, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de faire figurer tous les partis politiques qui ont aidé le président à remporter la victoire du second tour. Non, on a besoin d'une petite équipe vraiment technique qui peut faire véritablement le travail. En établissant un gouvernement d'une quarantaine de personnes, je pense que là, on satisfait d'autres exigences, d'autres conditions. On n'amène pas une réponse aux véritables défis du pays, on amène une réponse aux exigences des formations politiques qui, malheureusement, ont pris le pays en otage, ont pris la démocratie en otage.